Sais-tu ce qui m'a le plus surpris au cours de mes 40 années à étudier les habitudes des gens riches et des gens qui restent dans la médiocrité financière? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le talent, ce n'est pas même la chance ou les circonstances familiales. Ce qui m'a le plus frappé, c'est une habitude silencieuse, presque invisible, que presque tout le monde pratique sans jamais réaliser à quel point elle les appauvrit lentement, méthodiquement, année après année. Cette habitude, c'est prêter de l'argent à ceux qui vous entourent, à votre famille, à vos amis, à vos collègues, tout en sacrifiant votre propre construction financière sur l'autel de la gentillesse et de l'obligation sociale. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose de délicat, quelque chose que beaucoup de coachs financiers évitent parce que ça touche à la culture, aux émotions, aux relations humaines. Mais si tu es là, c'est parce que tu veux la vérité. Et la vérité, même quand elle est inconfortable, est toujours plus utile que le mensonge réconfortant. Voici ce que j'ai observé au fil des décennies. Les personnes qui restent financièrement bloquées ne manquent généralement pas de revenus. Elles manquent de frontières, elles manquent d'une vision claire de leur propre avenir. Et elles passent leur vie à financer l'avenir des autres pendant que le leur s'effrite. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré lors d'un séminaire à Lyon, il y a quelques années. Il s'appelait Karim. 42 ans, ingénieur, un bon salaire, une famille aimante. Il était venu me voir après la conférence, avec ce regard que je reconnais immédiatement, ce mélange de frustration et d'incompréhension. Il m'a dit: Brian, je gagnais ma vie depuis 15 ans, mais je n'ai rien, pas d'épargne, pas d'investissement, pas de sécurité. Comment est-ce possible? Alors je lui ai posé une question simple. Je lui ai demandé combien de fois, au cours des 5 dernières années, il avait prêté de l'argent à des membres de sa famille ou à des amis. Il a réfléchi un moment, puis il a commencé à compter sur ses doigts. Son frère, 2 fois. Sa sœur, 1 fois. Un ami d'enfance, 3 fois. Un cousin, 1 fois. Sa belle-mère, 1 fois. En additionnant les montants approximatifs, nous sommes arrivés à un chiffre qui l'a stupéfait. Plus de 22 000 euros sur 5 ans, de l'argent qu'il n'avait jamais revu. De l'argent qui, investi à un rendement modeste de 7% par an, aurait déjà commencé à générer des revenus passifs significatifs. Il m'a regardé et il a dit: Mais je ne pouvais pas refuser, c'est ma famille. Et c'est exactement là que tout commence, cette phrase. Je ne pouvais pas refuser, parce que derrière cette phrase se cache toute une architecture mentale, un système de croyances profondément ancré qui te dit que ta valeur en tant que personne est liée à ta capacité à donner aux autres. Que dire non, c'est être égoïste. Que garder ton argent pour toi, c'est être avare. Que ta réussite financière devrait automatiquement être partagée avec ceux qui en ont moins, même si cette répartition se fait au détriment de ta propre stabilité. Ce système de croyance est dangereux. Pas parce que la générosité est mauvaise, la générosité est une vertu magnifique. Mais il y a une différence fondamentale entre la générosité choisie, consciente, planifiée, et la générosité forcée, celle qui naît de la culpabilité, de la pression sociale, de la peur du jugement. L'une te construit, l'autre te détruit. Alors prenons le temps, aujourd'hui, d'explorer ce sujet en profondeur, pas pour te rendre froid ou indifférent aux besoins des autres, mais pour t'aider à comprendre comment construire une fondation financière solide tout en maintenant des relations saines et authentiques. Parce que ces deux choses ne sont pas incompatibles. Elles peuvent coexister, mais ça demande de la clarté, du courage et une stratégie. Commençons par comprendre quelque chose d'essentiel sur la nature de l'argent. L'argent n'est pas une ressource neutre, c'est un amplificateur. Il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es généreux de nature, l'argent te rend plus généreux. Si tu es anxieux, l'argent amplifie ton anxiété. Et si tu es quelqu'un qui a du mal à établir des limites dans tes relations, l'argent devient le terrain sur lequel cette incapacité se manifeste le plus clairement et le plus douloureusement. J'ai étudié des milliers de personnes fortunées au fil des années. J'ai passé du temps avec des entrepreneurs, des investisseurs, des héritiers et des personnes qui sont parties de rien pour construire des fortunes considérables. Et l'une des caractéristiques les plus cohérentes que j'ai observées chez eux, c'est ce que j'appelle la clarté financière personnelle. Ils savent exactement où va leur argent. Ils ont une vision précise de leur avenir financier. Et ils protègent cette vision avec une discipline que beaucoup confondent à tort avec de l'égoïsme. Warren Buffett a une phrase que j'adore. Il dit: La règle numéro 1, c'est de ne jamais perdre d'argent. La règle numéro 2, c'est de ne jamais oublier la règle numéro 1.
Cette philosophie s'applique bien au-delà des investissements boursiers. Elle s'applique à chaque décision financière que tu prends, y compris la décision de prêter de l'argent à quelqu'un qui ne te le rendra probablement jamais. Parce que voilà ce que les statistiques nous disent, et elles sont brutales. Selon de nombreuses études sur les comportements financiers, plus de 70% des prêts entre proches ne sont jamais remboursés intégralement. Et parmi ceux qui ne sont pas remboursés, une proportion significative engendre des tensions relationnelles durables, voire des ruptures définitives. Donc non seulement tu perds l'argent, mais tu risques aussi de perdre la relation que tu essayais de préserver en prêtant. C'est l'un des paradoxes les plus cruels de la dynamique financière entre proches. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première chose à comprendre, c'est la différence entre un prêt et un don. Quand tu prêtes de l'argent à un proche, en sachant, au fond de toi, que tu ne le reverras probablement pas, tu ne fais pas un prêt. Tu fais un don que tu appelles prêt pour te donner bonne conscience à toi et pour ménager l'ego de l'autre personne. Et cette confusion sémantique crée des attentes irréalistes des deux côtés, ce qui mène inévitablement à la frustration et au ressentiment. La solution n'est pas de ne jamais aider financièrement ceux que tu aimes. La solution est d'être honnête avec toi-même sur ce que tu fais réellement. Si tu décides d'aider quelqu'un financièrement, décide d'abord si tu peux te permettre de ne jamais revoir cet argent. Si la réponse est oui, donne-le comme un cadeau, sans attente de remboursement, et libère-toi émotionnellement de ces transactions. Si la réponse est non, alors la réponse à la demande de prêt doit être non. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. J'ai un ami, un homme d'affaires prospère que j'ai connu à San Diego, qui a une règle très claire dans sa vie. Il dit « Je ne prête jamais d'argent à des amis ou à de la famille, mais si je peux me le permettre et que la cause est juste, je donne. Et une fois que j'ai donné, je n'y pense plus. » Cette règle lui a évité des années de frustration, de suivi de dettes non remboursées et de tensions relationnelles. Et paradoxalement, ses proches le respectent davantage pour sa clarté que pour sa générosité. Mais allons plus loin. Parce que le problème du prêt d'argent est en réalité le symptôme d'un problème plus profond. Ce problème, c'est l'absence de vision financière personnelle. Voici ce que j'entends par là. La plupart des gens naviguent dans leur vie financière sans carte. Ils gagnent de l'argent, ils le dépensent, ils répondent aux urgences quand elles se présentent, et ils espèrent vaguement que ça finira par s'arranger. Ils n'ont pas de plan d'épargne structuré, ils n'ont pas d'objectif d'investissement clair, ils n'ont pas de vision à 10 ou 20 ans de leur situation financière idéale. Et quand tu n'as pas de vision, n'importe quelle demande urgente de quelqu'un d'autre devient prioritaire par rapport à ton propre avenir, parce que l'urgence de l'autre est visible et immédiate, alors que ton propre avenir est flou et lointain. C'est une loi fondamentale de la psychologie humaine. Nous sommes câblés pour répondre à l'immédiat et au concret plutôt qu'au futur et à l'abstrait. Ton cousin qui a besoin d'argent maintenant pour payer son loyer est une réalité tangible devant toi. Ta retraite dans 30 ans est une abstraction. Ton cerveau primitif choisira toujours la réalité tangible sur l'abstraction future, à moins que tu n'aies fait le travail de rendre ton futur aussi concret et aussi réel que les besoins immédiats de ceux qui t'entourent. Comment rendre ton avenir financier concret? C'est ce que nous allons explorer maintenant. La première étape est ce que j'appelle la définition de ton futur financier idéal. Pas une vague aspiration à être riche, une vision précise, détaillée, chiffrée de ce que tu veux que ta vie financière ressemble dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Quel est ton objectif d'épargne d'urgence? Combien de mois de dépenses veux-tu avoir en réserve? Quel est ton objectif de retraite? De quoi as-tu besoin pour vivre confortablement sans travailler? Quels investissements veux-tu construire? Immobilier, actions, entreprise. Quelle liberté financière veux-tu atteindre et dans quel délai? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles nécessitent des réponses écrites, précises et datées. Parce qu'un objectif qui n'est pas écrit n'est qu'un souhait. Et les souhaits n'ont jamais rendu personne riche. J'ai travaillé avec des milliers d'entrepreneurs et de professionnels au fil des années. Et l'une des transformations les plus spectaculaires que j'ai observées se produit quand quelqu'un passe de la vague aspiration à la vision précise et écrite. Quelque chose change dans leur cerveau. Leur système de prise de décision se recalibre. Les choses qui semblaient urgentes et importantes hier semblent soudainement moins critiques. Et les choses qui semblaient lointaines et abstraites deviennent des priorités quotidiennes. Une femme que j'ai accompagnée, Isabelle, directrice marketing dans une entreprise de taille moyenne,
avait ce problème classique. Elle était bien payée, mais perpétuellement à court d'argent. Elle avait 2 enfants, un appartement en location et une famille élargie qui la considérait comme le pilier financier du groupe. Chaque mois, il y avait une demande. Un oncle, une cousine, une amie d'enfance. Et chaque fois, elle disait oui parce qu'elle ne savait pas comment dire non sans se sentir coupable. Lors de notre première session, je lui ai demandé de faire un exercice simple. Je lui ai demandé d'écrire en détail sa situation financière idéale à l'âge de 55 ans, c'est-à-dire dans 15 ans pour elle, pas de manière vague. En détail, combien d'épargne? Quel type de logement? Quelle liberté de travail? Quel revenu passif? Elle a fait l'exercice. Et quand elle a calculé ce qu'elle devrait mettre de côté chaque mois pour atteindre ses objectifs, elle a réalisé quelque chose de bouleversant. L'argent qu'elle prêtait chaque année à sa famille représentait presque exactement ce qu'il lui manquait pour financer son plan de retraite. Elle finançait la vie présente des autres au détriment de sa propre vie future. Cette prise de conscience a tout changé pour elle. Pas immédiatement et pas sans douleur. Mais progressivement, elle a commencé à dire non avec une clarté et une sérénité qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Non pas parce qu'elle était devenue indifférente aux besoins de sa famille, mais parce qu'elle avait quelque chose de concret à défendre, sa vision, son plan, son avenir. C'est le pouvoir d'une vision financière claire. Elle te donne une raison de dire non qui est plus forte que la pression sociale, qui te pousse à dire oui. Maintenant, parlons d'un autre aspect de cette problématique. Un aspect que j'appelle le coût d'opportunité invisible. Quand tu prêtes 1 000 € à un ami, tu ne perds pas seulement 1 000 € si cet argent n'est pas remboursé. Tu perds tout ce que ces 1 000 € auraient pu devenir si tu les avais utilisés autrement. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité, et c'est l'un des concepts les plus sous-estimés en matière de gestion financière personnelle. Prenons un exemple concret. Si à l'âge de 30 ans, tu prêtes 2 000 € à un ami et que cet argent n'est jamais remboursé, le coût réel de cette perte n'est pas 2 000 €. Si cet argent avait été investi dans un portefeuille diversifié avec un rendement annuel moyen de 7%, à l'âge de 60 ans, ces 2 000 € auraient été transformés en plus de 15 000 €. Tu n'as pas perdu 2 000 €. Tu as perdu 15 000 € de pouvoir d'achat futur. Maintenant, multiplie ça par le nombre de fois que tu as fait ce genre de prêt au cours de ta vie. Le chiffre devient rapidement vertigineux. Je ne te dis pas ça pour te rendre amer ou pour te faire regretter le passé. Je te dis ça pour t'aider à prendre des décisions différentes à partir d'aujourd'hui. Parce que le passé est fixe, mais le futur est encore entièrement entre tes mains. L'une des habitudes les plus puissantes que j'ai observées chez les personnes financièrement prospères, c'est ce que j'appelle la pensée en termes de futur. Quand elles prennent une décision financière, elles ne pensent pas seulement à l'impact immédiat. Elles pensent à l'impact dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Elles ont développé la capacité de voir le futur avec une clarté presque physique, ce qui leur permet de résister aux tentations et aux pressions du présent. Cette compétence n'est pas innée. Elle s'apprend, elle se pratique, et elle commence par un simple exercice. Avant chaque décision financière significative, pose-toi la question suivante. Dans 10 ans, est-ce que je serai content d'avoir fait ce choix? Si la réponse est non, ou si tu n'es pas sûr, c'est un signal d'alarme. Maintenant, je veux aborder un sujet encore plus délicat, celui de la dynamique psychologique qui se crée dans les relations quand l'argent est impliqué. Voici quelque chose que peu de gens reconnaissent ouvertement. Prêter de l'argent à quelqu'un crée une relation de pouvoir asymétrique. Le prêteur se retrouve en position de supériorité et l'emprunteur en position d'infériorité. Même si les deux parties font semblant que ça n'a pas d'importance, cette asymétrie est présente dans chaque interaction qui suit. Elle crée de la gêne, de la culpabilité chez l'emprunteur et souvent de la frustration ou du ressentiment chez le prêteur. J'ai vu des amitiés de 20 ans se briser à cause d'un prêt non remboursé de quelques centaines d'euros. J'ai vu des relations fraternelles devenir glaciales et distantes après une transaction financière mal gérée. J'ai vu des parents et des enfants se perdre de vue à cause de dettes familiales non résolues. L'argent prêté entre proches ne détruit pas seulement ta situation financière. Il peut détruire tes relations les plus précieuses. Et pourtant, nous continuons à le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes conditionnés à croire que refuser d'aider un proche, c'est l'abandonner. Que dire non à une demande d'argent, c'est dire non à la personne elle-même. Que notre amour et notre loyauté se mesurent à notre disponibilité financière. Ce conditionnement vient de partout. De notre éducation familiale,
de notre culture, de nos religions, de nos films et de nos histoires. Il est profondément ancré et il est extrêmement difficile à déraciner. Mais il le faut, parce qu'il est basé sur une confusion fondamentale entre l'amour et l'argent. L'amour ne se mesure pas en euros. La loyauté ne se quantifie pas en prêts accordés. Et ta valeur en tant qu'ami, en tant que frère ou sœur, en tant que fils ou fille, ne dépend pas de ta disponibilité financière. En réalité, les personnes qui vous aiment vraiment ne veulent pas vous appauvrir. Si quelqu'un dans votre entourage vous met sous pression pour obtenir de l'argent, s'il vous fait sentir coupable de refuser, s'il utilise votre relation comme levier émotionnel pour obtenir ce qu'il veut, c'est un signal important sur la nature réelle de cette relation. Et c'est une conversation que vous devrez peut-être avoir, indépendamment de la question de l'argent. Mais ne nous arrêtons pas là, parce que je ne veux pas que tu repartes de cette conversation avec seulement une liste de choses à ne plus faire. Je veux te donner une vision positive, constructive, de ce que tu peux faire à la place. Voici ce que je propose, au lieu de prêter de l'argent à ceux qui t'entourent. Commence à construire activement ton avenir financier, et fais-le de manière si visible, si claire et si inspirante, que tu deviennes un modèle pour ceux qui t'entourent plutôt qu'un distributeur automatique de billets. Comment construire cet avenir financier? Parlons de stratégies concrètes. La première pierre de tout édifice financier solide, c'est ce que j'appelle le fonds d'urgence. Avant tout investissement, avant toute ambition de richesse, tu dois avoir une réserve liquide équivalente à 3 à 6 mois de tes dépenses mensuelles. Cette réserve est ton bouclier contre les urgences de la vie. Elle t'empêche d'avoir à emprunter à toi-même, c'est-à-dire à vider tes investissements en cas de coup dur. Et elle t'empêche d'être dans une position où tu as besoin de demander de l'aide à d'autres. Parce que voici quelque chose d'intéressant. Les personnes qui prêtent le plus souvent de l'argent à leur entourage sont souvent elles-mêmes financièrement vulnérables. Elles n'ont pas de fonds d'urgence. Elles vivent de salaire en salaire. Et quand elles prêtent parfois de l'argent dont elles ont elles-mêmes besoin, créant une situation de fragilité supplémentaire. Construire ton fonds d'urgence est donc un acte de responsabilité, envers toi-même d'abord, mais aussi envers ceux qui dépendent de toi. Si tu as une famille, si tu as des enfants, ta stabilité financière est leur stabilité. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. La deuxième pierre, c'est l'automatisation de l'épargne. J'ai une règle que j'enseigne depuis des décennies et qui n'a jamais cessé de prouver son efficacité. Paie-toi en premier. Avant de payer tes factures, avant de payer ton loyer, avant de faire tes courses, transfère automatiquement un pourcentage de ton revenu vers ton épargne et tes investissements. Ce pourcentage peut commencer à 10% et augmenter progressivement. Pourquoi l'automatisation est-elle si importante? Parce qu'elle élimine la nécessité de prendre une décision à chaque fois. Et chaque fois que tu dois prendre une décision sur l'utilisation de ton argent, tu es vulnérable aux pressions extérieures, aux tentations et aux urgences des autres. Quand l'argent est automatiquement transféré avant même que tu ne le vois, il n'est plus disponible pour être prêté ou dépensé impulsivement. J'ai un étudiant, Thomas, qui avait essayé d'épargner pendant des années sans succès. Il gagnait bien sa vie, mais à la fin de chaque mois, il n'avait rien mis de côté. Il se disait toujours qu'il épargnerait ce qui resterait après les dépenses. Mais bien sûr, il ne restait jamais rien. Quand il a commencé à automatiser un virement de 15% de son salaire, le jour même de sa réception vers un compte d'épargne séparé, auquel il n'avait pas de carte bancaire associée, tout a changé. En 12 mois, il avait accumulé plus d'épargne qu'au cours des 5 années précédentes combinées. Et chose remarquable, il n'avait pas l'impression de vivre moins bien. Son cerveau s'était simplement adapté à un budget légèrement réduit. C'est ce que les économistes comportementaux appellent l'adaptation hédonique. Nous nous adaptons à notre niveau de dépenses habituel, qu'il soit plus élevé ou plus bas. En réduisant ton revenu disponible de manière automatique et invisible, tu forces ton cerveau à s'adapter à un niveau de dépenses légèrement inférieur sans ressentir de privation significative. La troisième pierre, c'est l'investissement progressif. Une fois que tu as ton fonds d'urgence et que tu épargnes régulièrement, il est temps de faire travailler ton argent. Parce que l'épargne seule ne suffit pas. L'inflation grignote lentement le pouvoir d'achat de l'argent qui dort dans un compte bancaire. Tu dois investir. Maintenant, je ne vais pas te donner des conseils d'investissement spécifiques, parce que chaque situation est différente et que tu devrais toujours consulter un professionnel qualifié pour tes décisions d'investissement. Ce que je veux faire, c'est changer ta relation mentale avec l'investissement. Beaucoup de gens pensent que l'investissement, c'est quelque chose que font les riches avec leur surplus d'argent.
C'est une erreur fondamentale. L'investissement est la raison pour laquelle les riches deviennent riches. Ce n'est pas une conséquence de la richesse, c'est sa cause. Les personnes qui construisent une vraie liberté financière commencent à investir avant d'être riches. Elles investissent des petites sommes, régulièrement, avec discipline et patience. Et elles laissent le temps et les intérêts composés faire leur travail. Albert Einstein aurait dit que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde, que celui qui les comprend les gagne et que celui qui ne les comprend pas les paye. Cette observation, vraie ou apocryphe, capture quelque chose d'essentiel sur la nature de la richesse. Voici un exemple simple. Si tu investis 200 € par mois, à partir de l'âge de 30 ans, avec un rendement annuel moyen de 7%, à l'âge de 60 ans, tu auras accumulé environ 240 000 €. 200 € par mois. C'est moins que ce que beaucoup de gens dépensent en restaurant, en abonnement et en achats impulsifs chaque mois. Et c'est souvent moins que ce qu'ils prêtent à leur entourage au cours d'une année. Mais si tu attends l'âge de 40 ans pour commencer avec les mêmes 200 € par mois, tu n'auras que 120 000 € à 60 ans. 10 ans de retard te coûtent 120 000 €. Ce n'est pas de la magie, c'est des mathématiques. Et ces mathématiques travaillent pour toi, ou contre toi, selon tes décisions. Maintenant, parlons de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, la responsabilité financière comme acte d'amour. J'entends souvent des gens dire que refuser de prêter de l'argent à un proche, c'est égoïste. Je voudrais retourner cette idée. Voici ce que je crois. Construire ta propre stabilité financière est l'un des actes d'amour les plus profonds que tu puisses accomplir pour ceux qui t'entourent. Quand tu es financièrement stable, tu n'es pas un fardeau pour tes enfants dans ta vieillesse. Tu n'es pas une source de stress pour ton conjoint. Tu peux aider véritablement et généreusement dans les moments qui comptent vraiment, parce que tu aides depuis l'abondance et non depuis la rareté. Et tu montres à ceux qui t'observent, tes enfants, tes neveux et nièces, tes amis, qu'il est possible de construire quelque chose de solide avec de la discipline et de la vision. J'ai connu une femme, Marguerite, qui avait passé toute sa vie d'adulte à aider financièrement sa famille. Elle était la plus stable de ses frères et sœurs, celle qui avait un emploi régulier, et donc celle vers qui tout le monde se tournait. À 60 ans, elle s'est retrouvée sans épargne de retraite suffisante, sans filet de sécurité, et ses enfants adultes ont dû compenser ce manque. La générosité qu'elle avait montrée envers ses frères et sœurs s'était transformée en un fardeau pour ses propres enfants. Est-ce que c'était ce qu'elle voulait? Absolument pas. Elle voulait aider. Elle voulait être une bonne sœur. Mais en ne prenant pas soin d'elle-même financièrement, elle avait simplement déplacé le problème d'une génération à l'autre. Prendre soin de ton avenir financier n'est pas égoïste, c'est responsable. Et la responsabilité, dans sa forme la plus profonde, est une expression d'amour. Maintenant, je veux parler de quelque chose que j'appelle le piège du sauveur, parce que c'est l'un des mécanismes psychologiques les plus puissants qui poussent les gens à prêter de l'argent, même quand ils ne devraient pas. Le piège du sauveur, c'est ce sentiment profondément satisfaisant que l'on ressent quand on vient en aide à quelqu'un dans le besoin. Ce sentiment est réel, il est humain, et il n'est pas mauvais en soi. Le problème, c'est quand il devient une addiction. Quand tu as besoin de te sentir nécessaire pour te sentir bien dans ta peau. Quand ton estime de soi est liée à ta capacité à résoudre les problèmes des autres. Les personnes qui tombent dans ce piège prêtent de l'argent non pas principalement pour aider l'autre, mais pour nourrir leurs propres besoins de se sentir important, généreux, indispensable. Et cette motivation, même si elle est inconsciente, est une forme de manipulation de soi-même. Voici une question à te poser honnêtement. Quand quelqu'un te demande de l'argent et que tu dis oui, est-ce que tu le fais principalement pour son bien? Ou est-ce que tu le fais pour éviter de te sentir coupable, pour être aimé, pour te sentir supérieur, ou pour éviter le conflit? Il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question. Il y a seulement une réponse honnête et une réponse malhonnête. Et l'honnêteté avec soi-même est le début de tout changement réel. Si tu découvres que tu prêtes de l'argent principalement pour des raisons émotionnelles qui te concernent toi, alors, la solution n'est pas seulement financière, elle est aussi psychologique. Tu dois travailler sur ton estime de soi, sur ta capacité à te sentir bien dans ta peau sans avoir besoin d'être le sauveur de quelqu'un d'autre. C'est un travail profond et important, et il est souvent plus transformateur que n'importe quel conseil financier que je pourrais te donner. Parlons maintenant de la manière de dire non avec grâce et intégrité. Parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, la partie la plus difficile n'est pas de décider de ne plus prêter,
C'est de trouver les mots pour l'exprimer à quelqu'un que vous aimez, sans vous sentir coupable et sans blesser la relation. Voici quelques principes qui m'ont aidé et que j'ai vu aider des milliers de personnes. Premier principe. La clarté est plus gentille que la vaguerie. Quand tu dis « je verrai ce que je peux faire » ou « laisse-moi y réfléchir », alors que tu sais que la réponse est non, tu crées de la confusion et de l'espoir, là où il ne devrait pas y en avoir. Un non clair et respectueux est toujours plus gentil qu'un faux espoir suivi d'un refus. Deuxième principe. Tu n'as pas besoin de te justifier. Quand quelqu'un te demande de l'argent et que tu refuses, tu n'es pas obligé de donner une longue explication. Tu n'as pas à prouver que tu n'as pas l'argent ou que tu en as besoin pour autre chose. Tu peux simplement dire « Je ne suis pas en mesure de t'aider financièrement en ce moment ». Point. Tu n'as pas à te défendre. Troisième principe, tu peux offrir une aide non financière. Souvent, quand quelqu'un demande de l'argent, ce qu'il cherche vraiment, c'est du soutien, de la connexion ou une aide pour résoudre un problème. Tu peux offrir ton temps, ton expertise, tes contacts, ton soutien émotionnel, sans compromettre ta situation financière. Je ne peux pas te prêter d'argent, mais je peux t'aider à chercher des solutions, est une réponse à la fois honnête et généreuse. Quatrième principe. Prépare-toi aux réactions émotionnelles. Quand tu commences à établir des limites financières avec des proches qui n'en avaient pas l'habitude, il y aura des réactions. Certains seront blessés, certains seront en colère, certains essaieront de te culpabiliser. C'est normal, c'est humain. Et ça ne signifie pas que tu as tort. Les réactions émotionnelles des autres à tes limites ne sont pas une preuve que tes limites sont mauvaises. Elles sont simplement une preuve que ces personnes s'étaient habituées à un accès à tes ressources que tu n'aurais peut-être jamais dû accorder. Reste ferme, reste respectueux et fais confiance au fait que les relations vraiment solides survivent à ces ajustements. Et les relations qui ne survivent pas à un refus de prêt n'étaient peut-être pas aussi solides qu'elles le semblaient. Maintenant, je veux te parler d'un concept que j'appelle la richesse relationnelle. Parce que je ne veux pas que tu penses que tout ce dont je parle se résume à mettre de l'argent de côté et à dire non à tout le monde. La vraie richesse est multidimensionnelle. Elle inclut la santé, les relations, la liberté, la croissance personnelle et bien sûr la sécurité financière. Et l'une des plus grandes erreurs que font les gens quand ils commencent à prendre leur vie financière en main, c'est de devenir si focalisés sur l'argent qu'ils négligent les autres dimensions de leur richesse. Les relations sont une forme de capital. Elles ont une valeur réelle, mesurable, dans ta vie. Des études montrent que les personnes avec des relations proches et de qualité vivent plus longtemps, sont en meilleure santé et sont plus heureuses que les personnes isolées, indépendamment de leur niveau de richesse financière. Donc quand tu gères tes relations autour de l'argent, tu ne gères pas seulement des transactions financières, tu gères du capital relationnel précieux. Et la manière dont tu gères ce capital détermine en grande partie la qualité de ta vie. La clé est de séparer clairement dans ton esprit l'amour et l'argent. Tu peux aimer profondément quelqu'un et refuser de lui prêter de l'argent. Ces deux choses ne sont pas contradictoires. En fait, dans certains cas, refuser de prêter de l'argent est la chose la plus aimante que tu puisses faire. Voici pourquoi. Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui a un problème financier structurel, un problème de dépenses compulsives, une dépendance, une incapacité à gérer son budget, tu ne l'aides pas à résoudre son problème. Tu lui permets de l'éviter temporairement. Et ce faisant, tu retardes le moment où il devra vraiment faire face à ce problème et le résoudre. Il y a un terme pour ça en psychologie. L'enabling ou la facilitation. Quand tu facilites le comportement problématique de quelqu'un en absorbant les conséquences, tu ne l'aides pas, tu l'empêches de grandir. Parfois, la chose la plus aimante est de laisser quelqu'un faire face aux conséquences naturelles de ses choix. Non pas avec indifférence ou cruauté, mais avec la conviction que les difficultés sont souvent les meilleurs professeurs et que protéger quelqu'un de toutes les difficultés, c'est lui voler l'opportunité d'apprendre et de devenir plus fort. J'ai un exemple personnel que je partage rarement, mais qui illustre bien ce point. Dans ma propre famille, j'ai eu à faire face à des demandes d'argent répétées de la part d'un proche qui avait des habitudes financières destructrices. Pendant des années, j'ai aidé. J'ai cru qu'avec suffisamment de soutien, les choses changeraient. Elles n'ont pas changé, elles ont empiré. Parce que mon aide lui permettait d'éviter les conséquences de ses choix, il n'avait aucune raison de changer. C'est quand j'ai arrêté d'aider financièrement, avec amour, mais avec fermeté, que les choses ont commencé à changer pour lui. Il a dû faire face à sa situation, il a dû chercher de l'aide professionnelle, et progressivement, sur plusieurs années,
il a construit une relation plus saine avec l'argent. Je ne te dis pas que ça se passe toujours ainsi. Parfois, les gens ne changent pas. Parfois, les conséquences sont douloureuses. Mais dans tous les cas, continuer à financer un comportement destructeur ne fait qu'aggraver les choses à long terme. Passons maintenant à quelque chose de fondamental sur la mentalité financière. Quelque chose que j'appelle la différence entre la mentalité de consommation et la mentalité de construction. La mentalité de consommation voit l'argent comme quelque chose à dépenser. Elle cherche la gratification immédiate. Elle valorise le statut visible, la voiture, les vêtements, les restaurants, les voyages, les cadeaux. Elle dépense d'abord et épargne ce qui reste, ce qui signifie qu'il ne reste jamais rien. La mentalité de construction voit l'argent comme un outil. Elle cherche la croissance à long terme. Elle valorise la liberté et la sécurité plus que le statut. Elle épargne et investit d'abord, puis dépense ce qui reste. Ces deux mentalités coexistent dans chacun d'entre nous. Nous avons tous une partie de nous qui veut dépenser maintenant et une partie qui veut construire pour l'avenir. La question est de savoir laquelle tu laisses dominer tes décisions. Et voici ce qui est fascinant. La mentalité de consommation est celle que la société promeut activement. Chaque publicité, chaque film, chaque magazine est conçu pour stimuler ton désir de consommer. Les entreprises ont des intérêts à te garder dans une mentalité de consommation. Les banques, qui te prêtent de l'argent, ont intérêt à ce que tu dépenses plus que tu ne gagnes. Les marques de luxe ont intérêt à ce que tu associes leurs produits à ton identité et à ta valeur personnelle. La mentalité de construction, elle, n'est pas promue. Personne ne gagne d'argent quand tu épargnes. Personne ne bénéficie directement quand tu investis prudemment à long terme. C'est pourquoi tu dois activement choisir cette mentalité, contre le courant de toutes les forces culturelles et commerciales qui t'entourent. Ce choix actif et conscient est ce qui distingue les personnes qui construisent une vraie liberté financière de celles qui restent dans le cycle de l'endettement et de la dépendance. Et ce choix s'étend à la question des prêts entre proches. Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu es en mode consommation, tu consommes ton capital futur pour satisfaire un besoin présent, qu'il soit le tien, le besoin de te sentir généreux, ou celui de l'autre. Quand tu refuses de prêter et que tu investis cet argent à la place, tu es en mode construction. Je veux maintenant aborder un aspect que beaucoup de gens ignorent complètement. L'impact des prêts d'argent sur ta santé mentale et ton bien-être émotionnel. Quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, particulièrement quand tu doutes de le revoir, tu crées une charge cognitive et émotionnelle que tu porteras souvent pendant des mois ou des années. Tu penses à cet argent. Tu te demandes si tu dois en parler. Tu surveilles les signaux de la personne pour voir si elle va te rembourser. Tu ressens parfois de la colère, de la frustration, de la déception. Et tu gères tout ça tout en essayant de maintenir une relation normale avec cette personne. Cette charge est épuisante. Et elle a un coût réel sur ta productivité, ta créativité et ton bien-être général. Des études en psychologie cognitive montrent que les pensées intrusives, ces pensées que l'on ne peut pas s'empêcher d'avoir sur des situations non résolues, consomment une quantité significative de notre capacité mentale. Chaque prêt non remboursé est une situation non résolue qui occupe de l'espace dans ton cerveau. En arrêtant de prêter de l'argent, tu ne libères pas seulement des ressources financières. Tu libères aussi des ressources mentales et émotionnelles précieuses que tu peux rediriger vers ta propre croissance, ta créativité et tes projets. J'ai un ami entrepreneur qui m'a dit un jour quelque chose de très sage. Il m'a dit « Brian, j'ai réalisé que chaque prêt que je faisais était comme une fuite dans mon réservoir mental. Je perdais de l'énergie à penser à ces situations non résolues. Quand j'ai arrêté de prêter, c'est comme si j'avais bouché toutes les fuites. Mon énergie mentale a augmenté de manière spectaculaire. Et cette énergie supplémentaire, je l'ai investie dans mon entreprise, et les résultats ont été remarquables. C'est une observation profonde. L'argent et l'énergie mentale sont tous les deux des ressources limitées, et ils se comportent de manière similaire. Si tu les disperses en répondant aux besoins des autres, il n'en reste pas assez pour construire ce que tu veux vraiment construire. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la conversation financière honnête. L'une des choses les plus transformatrices que tu puisses faire dans tes relations proches, c'est d'avoir des conversations ouvertes et honnêtes sur l'argent. Dans beaucoup de cultures, l'argent est un sujet tabou. On n'en parle pas en famille. On ne dit pas combien on gagne. On ne discute pas des dettes ou des difficultés financières ouvertement. Ce tabou est destructeur.
Il crée des malentendus, des attentes irréalistes et des dynamiques malsaines. Si ta famille ou tes amis proches ne savent pas que tu as un plan financier, des objectifs d'investissement et des limites claires sur l'utilisation de ton argent, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tu refuses parfois de les aider financièrement. Je ne te dis pas de partager les détails de ta vie financière avec tout le monde, mais avec tes proches, une certaine transparence peut être extrêmement libératrice. Dire à ta famille: j'ai décidé de construire sérieusement mon avenir financier, et ça signifie que je ne serai plus en mesure de prêter de l'argent comme avant, est une déclaration honnête qui établit des attentes claires et qui peut même inspirer les autres à faire de même. J'ai vu des familles entières transformer leur rapport à l'argent parce qu'un seul membre avait eu le courage de cette conversation, parce qu'il avait montré qu'il était possible de parler d'argent clairement et respectueusement, parce qu'il avait montré que prendre sa vie financière en main n'était pas une trahison de la famille, mais une responsabilité envers elle. Maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose de plus subtil, mais de tout aussi important: la manière dont ton environnement influence tes décisions financières. Jim Rohn, mon mentor, avait une formule que j'ai citée des milliers de fois: tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Cette formule s'applique à tous les aspects de la vie, y compris les habitudes financières. Si tu passes la majorité de ton temps avec des personnes qui ont une mentalité de consommation, qui parlent constamment de dépenses, de dettes et de difficultés financières, qui normalisent le fait de vivre au-delà de ses moyens, il sera extrêmement difficile pour toi de développer une mentalité de construction. À l'inverse, si tu t'entoures de personnes qui parlent d'investissement, qui lisent des livres sur la gestion financière, qui ont des objectifs financiers clairs et qui les poursuivent avec discipline, tu seras naturellement influencé dans cette direction. Ce n'est pas une question de snobisme ou de rejet de tes proches. C'est une question de gestion consciente de ton environnement. Tu peux aimer ta famille et tes amis tout en cherchant activement à t'exposer à des modèles de pensée financière plus élevés. Comment faire ça concrètement? Lis des livres sur la finance personnelle et la mentalité de richesse. Écoute des podcasts d'entrepreneurs et d'investisseurs. Rejoins des groupes ou des communautés de personnes qui partagent des objectifs financiers. Trouve un mentor ou un modèle dont tu peux t'inspirer. Ces investissements en temps et en attention sont parmi les plus rentables que tu puisses faire, parce qu'ils changent la façon dont tu penses, et la façon dont tu penses détermine les décisions que tu prends. Et les décisions que tu prends déterminent les résultats que tu obtiens. Voici quelque chose que j'observe systématiquement chez les personnes qui transforment leur vie financière. Elles ne changent pas seulement leurs habitudes, elles changent leur identité. Elles passent de se voir comme quelqu'un qui a du mal avec l'argent à se voir comme quelqu'un qui construit sa liberté financière. Et cette nouvelle identité filtre toutes leurs décisions. Quand quelqu'un te demande de l'argent et que tu te vois comme quelqu'un qui construit sa liberté financière, la réponse devient beaucoup plus naturelle. Ce n'est plus « je ne peux pas » ou « je n'ai pas l'argent ». C'est « ce n'est pas compatible avec qui je suis et ce que je construis ». Cette distinction peut sembler subtile, mais elle est psychologiquement fondamentale. Je ne peux pas implique une limitation externe. Ce n'est pas qui je suis implique un choix conscient et une identité forte. Et les personnes qui parlent à partir de leur identité sont beaucoup plus difficiles à manipuler ou à culpabiliser que les personnes qui parlent à partir de leurs limitations. Je veux maintenant te parler d'un principe que j'appelle la règle des 3 tiers et qui peut transformer ta relation à l'argent de manière simple et profonde. Quand tu reçois de l'argent, qu'il s'agisse de ton salaire, d'un bonus, d'un cadeau ou de tout autre revenu, divise-le mentalement en 3 parties. 1 tiers pour tes besoins essentiels et tes dépenses courantes, 1 tiers pour ton épargne et tes investissements, et 1 tiers pour tes plaisirs, tes expériences et ta qualité de vie présente. Cette règle est simple, mais puissante, parce qu'elle crée un équilibre entre le présent et le futur. Elle ne te demande pas de te priver pour construire ton avenir. Elle te demande de prendre soin de ton présent et ton présent été, de ton avenir simultanément. Et quand quelqu'un te demande de l'argent, tu peux te demander: est-ce que cette demande vient de mon tiers de besoins essentiels? Non. Est-ce qu'elle vient de mon tiers d'investissement? Non. Est-ce qu'elle vient de mon tiers de plaisir? Peut-être, si je décide de faire un cadeau conscient, mais si je n'ai pas de tiers de plaisir disponible. La réponse est non, sans culpabilité. Cette structure simple te donne un cadre de référence objectif pour prendre des décisions financières. Au lieu de décider au cas par cas, sous l'influence des émotions du moment,
Tu décides en fonction d'un système que tu as choisi à tête reposée. Les systèmes sont supérieurs aux décisions individuelles. C'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises en étudiant les personnes les plus prospères. Elles ne prennent pas chaque décision financière de manière isolée. Elles ont des systèmes, des règles, des principes qui guident leurs décisions. Et ces systèmes les protègent des impulsions émotionnelles et des pressions extérieures. Construis tes systèmes financiers avant d'en avoir besoin. Décide maintenant, à tête reposée, de tes règles sur les prêts d'argent, sur l'épargne, sur les investissements. Écris-les. Et quand une situation se présente, réfère-toi à tes règles plutôt qu'à tes émotions du moment. Je veux maintenant parler de quelque chose qui touche à la philosophie de vie plus profonde, pas seulement à la gestion financière. Il y a une question que je pose souvent à mes étudiants, une question qui provoque toujours une réflexion intense. La voici. Dans 10 ans, quand tu regarderas en arrière sur ta vie aujourd'hui, de quoi seras-tu le plus fier? D'avoir dit oui à toutes les demandes de ton entourage et d'avoir maintenu une image de générosité, ou d'avoir eu le courage de construire quelque chose de solide pour toi et pour ceux qui dépendent vraiment de toi. Cette question révèle souvent une tension profonde que beaucoup de gens portent sans en être conscients. La tension entre l'approbation sociale à court terme et la réalisation personnelle à long terme. Nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin d'appartenir, d'être acceptés, d'être aimés. Et nous ferons beaucoup de choses pour maintenir cette appartenance, y compris sacrifier notre propre avenir financier. Mais il y a un moment dans la vie de chaque personne qui réussit vraiment, où elle doit choisir entre l'approbation de son entourage immédiat et la réalisation de son potentiel. Ce n'est pas un choix facile, et il ne se fait pas une seule fois. Il se fait chaque jour, dans chaque petite décision. Chaque fois que tu choisis d'investir, plutôt que de dépenser. Chaque fois que tu choisis de dire non, plutôt que de dire oui pour éviter le conflit. Chaque fois que tu choisis ta vision, à long terme, plutôt que le confort à court terme. Ces petits choix quotidiens s'accumulent. Et après des mois, des années, des décennies, ils créent une vie radicalement différente de celle que tu aurais vécue si tu avais toujours choisi le chemin de moindre résistance. J'ai passé des décennies à étudier les biographies et les témoignages de personnes qui ont construit des vies extraordinaires, financièrement, personnellement et relationnellement. Et l'une des caractéristiques les plus constantes que j'ai trouvées, c'est leur capacité à différer la gratification, à résister à la tentation du présent pour investir dans le futur, à dire non à ce qui est facile pour dire oui à ce qui est important. Cette capacité n'est pas une caractéristique innée, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe avec la pratique. Commence petit. La prochaine fois que tu es tenté de dépenser impulsivement, attends 24 heures. La prochaine fois que quelqu'un te demande de l'argent, prends le temps de réfléchir avant de répondre. La prochaine fois que tu reçois un revenu inattendu, résiste à l'envie de le dépenser immédiatement et demande-toi comment tu pourrais l'investir. Chaque petite victoire sur l'impulsivité renforce ta capacité à prendre des décisions alignées avec tes objectifs à long terme. Et cette capacité est l'une des compétences les plus précieuses que tu puisses développer. Parlons maintenant d'un aspect pratique souvent négligé. Comment parler d'argent avec sa famille de manière constructive? Si tu as des enfants, la manière dont tu parles d'argent à la maison façonne leur relation à la richesse pour le reste de leur vie. Les enfants qui grandissent dans des foyers où l'argent est un sujet tabou, source de honte ou de conflit, développent souvent des relations malsaines avec l'argent à l'âge adulte. Ils peuvent soit devenir des dépenseurs compulsifs, soit des avares anxieux, soit des personnes qui évitent complètement de penser à leur situation financière. À l'inverse, les enfants qui grandissent dans des foyers où l'argent est discuté ouvertement, où les parents expliquent leurs décisions financières, où l'épargne et l'investissement sont valorisés et expliqués, développent une relation saine et confiante avec l'argent. Parle à tes enfants de l'argent. Explique-leur la différence entre un besoin et un désir. Montre-leur comment fonctionne l'épargne. Implique-les dans des décisions financières appropriées à leur âge. Et surtout, montre-leur par l'exemple que la discipline financière est possible et valorisante. Si tu as un conjoint, avoir des conversations régulières et honnêtes sur vos objectifs financiers communs est fondamental. Les conflits d'argent sont l'une des principales causes de divorce. Et beaucoup de ces conflits viennent non pas d'un manque d'argent, mais d'un manque d'alignement sur les valeurs et les priorités financières. Prends le temps de discuter avec ton conjoint de vos objectifs à long terme, de vos règles sur les prêts à la famille, de votre approche de l'épargne et de l'investissement.
Créez ensemble un plan financier que vous défendrez ensemble. Parce que les décisions financières prises en couple, quand elles sont alignées, sont beaucoup plus faciles à tenir face aux pressions extérieures. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important sur la notion de richesse elle-même. Parce que je pense que beaucoup de gens ont une vision déformée de ce que signifie être riche. Dans notre culture, la richesse est souvent associée au luxe visible, les grandes voitures, les maisons somptueuses, les vacances exotiques, les vêtements de marque. C'est ce que les médias nous montrent. C'est ce que les réseaux sociaux nous font miroiter. Et c'est souvent ce que les gens cherchent à imiter quand ils pensent à la richesse. Mais la vraie richesse, celle que j'ai observée chez les personnes les plus prospères et les plus heureuses que j'ai rencontrées, c'est quelque chose de beaucoup plus discret et de beaucoup plus profond. C'est la liberté. La liberté de choisir comment tu passes ton temps. La liberté de dire non à ce que tu ne veux pas faire. La liberté de ne pas te réveiller chaque matin avec l'anxiété de savoir comment tu vas payer tes factures. La liberté d'aider ceux que tu aimes depuis l'abondance et non depuis la rareté. Cette liberté ne vient pas d'une grosse voiture ou d'une maison impressionnante. Elle vient d'une épargne solide, d'investissements qui génèrent des revenus passifs, d'une absence de dette consommatrice et d'un style de vie que tu peux maintenir confortablement sans te mettre sous pression. Le philosophe Épictète disait que la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de possessions, mais à avoir peu de besoins. Il y a une sagesse profonde là-dedans. Plus tu es capable de vivre confortablement avec peu, plus tu es libre. Et plus tu es libre, plus tu es riche dans le sens le plus profond du terme. Je ne te dis pas de vivre dans l'austérité ou de renoncer au plaisir de la vie. Je te dis que la liberté financière commence par la maîtrise de tes désirs, pas par leur satisfaction infinie. Et cette maîtrise est une compétence qui s'apprend, qui se pratique et qui devient de plus en plus naturelle avec le temps. Voici quelque chose que j'ai observé chez de nombreux entrepreneurs et professionnels que j'ai accompagnés. Au début de leur parcours vers la liberté financière, ils trouvaient difficile de résister aux tentations de dépenses et aux demandes de leur entourage. Mais au fur et à mesure que leur épargne et leurs investissements grandissaient, quelque chose d'intéressant se produisait. Le plaisir qu'ils tiraient de voir leur patrimoine croître devenait plus grand que le plaisir qu'ils auraient tiré de dépenses impulsives. La satisfaction de dire non à une demande de prêt et de savoir qu'ils protégeaient leur avenir devenait plus forte que la culpabilité de décevoir quelqu'un. Ce changement de satisfaction est le signe que la mentalité de construction a vraiment pris racine. Et c'est un changement que tu peux cultiver activement en te concentrant sur les bénéfices à long terme de tes décisions plutôt que sur les coûts à court terme. Je veux maintenant te parler d'un concept que j'appelle l'investissement dans soi-même, parce que c'est souvent la forme d'investissement la plus rentable et la plus négligée. Avant d'investir dans des actions, dans l'immobilier ou dans d'autres actifs financiers, investis dans ta propre capacité à générer des revenus. Investis dans tes compétences, dans ta formation, dans ton développement professionnel et personnel. Parce que ton capital humain, ta capacité à créer de la valeur pour les autres, est ton actif le plus précieux. Chaque euro que tu investis dans une formation pertinente, dans un livre qui t'apprend quelque chose d'utile, dans un mentor qui peut t'aider à accélérer ta progression, peut potentiellement te rapporter 10, 100 ou 1000 fois sa valeur en revenus supplémentaires au cours de ta carrière. J'ai commencé ma vie sans diplôme, sans argent, sans réseau. J'ai travaillé dans des emplois manuels pendant des années. Ce qui a tout changé pour moi, c'est quand j'ai commencé à investir dans ma propre éducation, pas dans des diplômes formels, mais dans des livres, des séminaires, des conférences, des mentors. J'ai passé des années à lire tout ce que je pouvais trouver sur la psychologie du succès, la gestion financière, la vente, le leadership. Et chaque chose que j'apprenais, je l'appliquais immédiatement. Cet investissement dans moi-même a été le fondement de tout ce que j'ai construit par la suite. Pas les actions que j'ai achetées, pas les propriétés que j'ai acquises. Moi-même, ma capacité à penser clairement, à communiquer efficacement, à prendre de bonnes décisions, à persévérer face aux obstacles. Donc si tu cherches à commencer ton voyage vers la liberté financière, commence par là. Investis dans toi-même. Développe des compétences qui ont de la valeur sur le marché. Augmente ta capacité à générer des revenus. Et utilise ces revenus croissants pour construire progressivement ton patrimoine. Et dans ce processus, protège jalousement les ressources que tu investis dans toi-même. Ne les prête pas. Ne les dépense pas pour satisfaire les besoins immédiats des autres. Investis-les dans ta propre croissance, parce que ta croissance est le meilleur cadeau que tu puisses faire à toi-même et à terme,
à ceux que tu aimes. Voilà, nous approchons de la fin de cette conversation. Et je veux te laisser avec quelques pensées de synthèse qui, je l'espère, cristalliseront ce que nous avons exploré ensemble. Arrêter de prêter de l'argent n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de clarté, de responsabilité et de respect de soi. C'est reconnaître que tu as une mission personnelle, construire ta liberté financière, et que cette mission mérite d'être protégée avec la même énergie et la même détermination que tu mettrais à protéger ceux que tu aimes. Construire ton avenir financier n'est pas une option réservée aux riches ou aux chanceux. C'est une décision que tu peux prendre aujourd'hui, quelle que soit ta situation actuelle. Cette décision commence par une vision claire, se poursuit par des habitudes disciplinées et se réalise à travers des choix cohérents et répétés au fil du temps. La générosité la plus profonde n'est pas celle qui te vide, c'est celle qui vient de l'abondance, et pour donner depuis l'abondance, tu dois d'abord construire cette abondance, tu dois d'abord prendre soin de toi-même, de ton avenir, de ta sécurité financière. Seulement, alors tu pourras aider les autres de manière vraiment significative et durable. Les relations qui survivent à tes limites financières sont tes vraies relations. Celles qui ne survivent pas révèlent leur vraie nature. Et dans les deux cas, tu es gagnant. Parce que tu vis avec authenticité, clarté et intégrité. L'argent que tu ne prêtes pas à quelqu'un qui ne te le rendra probablement pas n'est pas de l'argent gardé. C'est de l'argent investi dans ton avenir. C'est de la liberté en construction. C'est de la sécurité en devenir. Traite-le avec le respect qu'il mérite. Et enfin, rappelle-toi ceci. Chaque décision financière que tu prends aujourd'hui est un vote pour la personne que tu seras demain. Chaque fois que tu choisis de protéger ton épargne plutôt que de la prêter, tu votes pour une version future de toi-même qui est libre, stable et capable d'aider vraiment ceux qu'elle aime. Chaque fois que tu cèdes à la pression et que tu prêtes de l'argent dont tu as besoin, tu votes pour une version future de toi-même qui est vulnérable, dépendante et incapable d'aider même ceux qui en ont le plus besoin. Ces votes s'accumulent, ces décisions se cumulent. Et après des années, elles créent soit une vie de liberté et de possibilités, soit une vie de contraintes et de regrets. Tu as le choix. Tu as toujours le choix. Et ce choix commence maintenant, avec la prochaine décision financière que tu prendras. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Ce n'est pas une conversation facile. Elle touche à des aspects profonds de qui tu es, de tes valeurs, de tes relations et de tes peurs. Mais je crois profondément que les conversations difficiles sont celles qui changent des vies. Ta vie financière est entre tes mains, ton avenir est entre tes mains. Et tu es plus capable que tu ne le penses de construire quelque chose d'extraordinaire si tu as la clarté pour le voir, le courage pour le choisir et la discipline pour le poursuivre chaque jour. Commence aujourd'hui. Commence maintenant. Commence avec la prochaine décision.